Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci d'être, présents cet après-midi avec nous pour ce 7e webinaire Atlanchim Pharma qui va être consacré aux réactions de O et N-méthylation avec un petit peu comme fil conducteur, comment s'affranchir de l'hydrure de méthyle. Alors le choix de cette thématique s'est fait suite à une série de problèmes que nous avons rencontrés et que nous avons résolus avec ces réactions de O et N-méthylation et aussi, suite à une série d'échanges que nous avons eus avec un de nos clients. Alors, cette présentation, va s'articuler à travers le plan que vous avez sous les yeux. On va passer en revue un certain nombre de réactifs qui sont capables de faire ces réactions de O et N méthylation et on verra aussi des méthodologies, qui sont capables, là aussi, de faire ce type de transformation. Alors, en guise d'introduction, on a souhaité vous présenter, à l'écran un certain nombre de revues, très récentes, qui sont consacrées, aux réactions de méthylation, donc bien au-delà des réactions de O et N-méthylation, puisque dans ces revues sont aussi, mentionnées tout ce qui concerne les réactions de CH-méthylation. Alors vous avez cette deuxième revue, qui est, bien sûr très intéressante pour nous, hein, dans notre, problématique concernant la synthèse de molécules marquées et cette revue, fait un état des lieux de tout ce qui concerne les méthodes et les réactifs qui sont capables d'introduire un motif, CD3 dans dans des structures organiques, pardon. Et vous avez cette troisième et dernière revue qui est là aussi vraiment intéressante et qui met, en lumière, la problématique liée à l'introduction, de groupements méthyl, dans des structures, à visée thérapeutique et qui montre l'effet que peut avoir l'introduction de ce groupement, méthyl sur l'activité biologique. Alors, pour commencer un petit peu dans le vif, du sujet, nous allons, bien sûr, parler brièvement de l'iodure du méthyle et du diméthylsulfate, qui sont des réactifs qui sont toujours très utilisés pour faire ce type de transformation. Alors là, vous avez un exemple qui concerne l'utilisation de l'iodure de méthyle. Alors, l'iodure de méthyle, c'est un agent de méthylation très utilisé, je l'ai rappelé, qui est, très réactif, qui a, une particularité, hein, c'est que c'est un composé qui est très volatile. Alors c'est pas toujours très simple de l'utiliser, dans des conditions, où vous souhaitez une réaction, stoichiométrique, sur des petites quantités et en plus un reflux d'un solvant, donc c'est toujours assez problématique et en plus, comme vous le savez tous, c'est un réactif qui est relativement toxique. Alors, d'une manière générale, quand on souhaite, faire une réaction de haut méthylation sur un alcool, eh bien l'alcool n'étant pas assez nucléophile pour réagir avec l'odeur de méthyle, il faut utiliser une base forte. Alors en général, c'est souvent de l'hydrure de sodium. Donc cette hydrure de sodium va déprotoner l'alcool pour former l'alcoolate et c'est l'alcoolate qui va réagir bien sûr avec l'odeur de méthyle. Alors ça pose un 2e problème, c'est que c'est toujours très difficile, hein, d'utiliser de l'iodure de sodium puisque c'est une base qui est en dispersion à 60 en général, avec, une huile, minérale, un produit bien sûr très sensible à l'humidité, donc dès qu'il y a des traces d'eau, on va former de la soude et ça c'est quelquefois problématique puisque la soude, c'est un réactif qui, possède bien sûr un ion OH- qui est très nucléophile et en particulier quand vous travaillez dans des solvants très polaires comme le DMF, ça peut induire des réactions, secondaires, relativement importantes. Là, vous avez un exemple qui montre bien les difficultés qu'on a avec ce type de réaction, hein, qu'on pourrait d'ailleurs ranger dans le cadre des réactions de Williamson, hein. C'est la formation, d'éther, méthylique. Vous avez avec ce substrat qui est un ester méthylique de l'acide ursodésoxycholique, eh bien, les auteurs ont voulu méthyler ces fonctions alcool en position 3 et en position 7. Donc, ils se sont placés dans des conditions classiques avec de l'hydrure de sodium et de l'iodure de méthyle. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ils n'ont pas eu le produit souhaité. Certes, ils ont obtenu des traces de produits diméthoxylés en position
3 et en position 7, mais avec un rendement qui est très, très faible et en plus, ils ont observé une saponification, de la fonction ester. Alors bien qu'il n'y ait pas trop de détails sur la procédure qui a été utilisée, il y a une chose auquel il faut faire attention quand on utilise, ces conditions opératoires, c'est pour quencher la réaction, surtout pas d'additionner de l'eau, hein, puisqu'on va hydrolyser, l'hydrure de sodium qui va conduire à de la soude. Si on avait déjà de la soude dans l'hydrure de sodium, eh bien, quand on est dans un mélange THFO, on est typiquement dans des conditions de saponification et là, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Donc on rajoute en général une solution, contenant du chlorure d'ammonium, voire une solution diluée d'HCl et ce qui est encore bien mieux, hein, et c'est ce qu'on fait souvent au laboratoire, c'est faire un quench inverse. On prend le milieu réactionnel et on va le mettre sur une solution froide, hein, aqueuse d'ammonium ou d'HCl. Alors là aussi, c'est un cas un petit peu particulier. Alors c'est pas noté par les auteurs, mais dans ce cas ici, vous avez des hydrogènes qui sont acides en alpha d'un carbonyle d'ester et vous pouvez très bien avoir des réactions là aussi de déprotonation qui conduiraient dans ce cas-là à des produits de C-alkylation. Alors on verra un petit peu cet exemple un peu plus tard et on verra comment les auteurs ont pu se sortir de toutes ces difficultés qui ont été rencontrées ici. Alors, bien sûr, quand vous avez des besoins de faire cette fois-ci des réactions de N-méthylation, eh bien, dans certains cas, on n'a pas besoin de base forte et vous avez un exemple ici avec ce dérivé de type pyrrole. Alors, il faut savoir que le pyrrole, le pKa, c'est, disons, autour de 22-23 dans le DMSO, mais là, vous avez une structure de type pyrrole un peu particulière parce qu'en position 2 et en position 4, vous avez des groupements qui sont électroattracteurs donc ils vont stabiliser de manière efficace la base conjuguée. Donc vous aurez sans doute un acide, un hydrogène qui sera un peu plus acide que dans le cas du pyrrole nu. Et là, dans ce cas-là, eh bien, les auteurs ont utilisé une base un peu moins forte, hein, du carbonate de potassium, en présence d'un excès d'odure de méthyle. Et vous voyez, à des échelles relativement importantes, ils ont pu avoir le produit de N-méthylation. Alors, un petit détail concernant la sécurité, je vous ai dit que l'odure de méthyle, c'était un composé qui était toxique. Et souvent, quand on travaille sur des grosses quantités et qu'on a un excès d'iodure de méthyle, eh bien, on va détruire cet excès d'iodure de méthyle en additionnant alors un produit qui est aussi pas sympathique, mais dans ce cas-là qui est très efficace, hein. On rajoute du cyanure de potassium de telle manière à faire réagir l'excès d'iodure de méthyle sur sur ce cyanure de potassium pour conduire à la formation de l'acétonitrile. Alors, toujours dans les réactions de N-méthylation avec un autre réactif qui est là aussi très utilisé, c'est le diméthyle sulfate. Alors le diméthyle sulfate, c'est un composé qui est intéressant par rapport à l'hydrure de méthyle, dans le sens où vous avez un réactif de méthylation qui est toujours toxique, mais bien moins volatile. Donc vous voyez très bien que le point d'ébullition est relativement élevé. Et là, vous avez un exemple qui est très intéressant, hein. Des auteurs ont voulu faire la réaction de N-méthylation de ce motif amide au niveau de ce substrat et ils ont utilisé dans un premier temps les conditions suivantes, hein, hydrure de sodium, parce que dans ce cas-là, on a un hydrogène qui n'est pas du tout acide, hein, on a des pKa qui sont de l'ordre de 22-24, donc il faut une base forte, hydrure de sodium. Ensuite, ils ont rajouté du diméthylsulfate et ils se sont rendus compte que la réaction était excessivement lente. Et ils ont suspecté la chose suivante, c'est qu'au cours de la réaction qui prend un temps relativement important, eh bien, il y avait des traces d'humidité qui rentraient dans le réacteur. Cette humidité eh bien, faisait qu'on hydrolysait l'hydrure de sodium et on formait de la soude à l'intérieur, donc ils appellent de la soude à anhydre, et ils pensent que cette soude est bien plus soluble dans le THF que l'hydrure de sodium, et c'est elle qui serait la base qui permettrait de faire la déprotonation pour ensuite faire la réaction de N-alkylation. Alors par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait la chose suivante, ils ont pris de l'hydrure de sodium, ils ont rajouté une quantité substoichiométrique d'eau pour générer in situ de la soude. Et vous voyez, dans ces conditions, à l'échelle quasiment de 50 kg, eh bien, ils ont un excellent rendement et des temps de réaction qui sont relativement courts. Alors là, c'est pareil, le diméthylsulfate est relativement toxique et souvent, pour le détruire, eh bien, on va utiliser une solution d'ammoniac. Donc c'est l'ammoniac qui va réagir avec l'excès de diméthylsulfate.
Alors, moi, j'apporterai un commentaire sur ces explications. Je pense qu'on est plutôt dans le cadre de ce qu'on appelle les superbases, hein, les superbases de Cobert ou les superbases de Schlosser. Et ces 2 auteurs avaient montré que lorsqu'on mélange, 2 bases, eh bien, on obtient une base qui est bien plus forte que les 2 bases prises séparément. Et c'est sans doute ce qui doit se passer. On a à la fois de l'hydrure de sodium et de la soude, et on a, sans doute un composé qui est bien plus basique. Et et ça doit être rapproché des travaux qu'avait publiés à la fin des années 70, le groupe de Gassman, qui avait montré que quand on prenait du TBOK et qu'on rajoutait une quantité substoichiométrique d'eau, on formait de la potasse et on avait un milieu qui était excessivement basique, avec un KOH très nucléophile et il était capable de couper dans ces conditions de manière très propre, hein, des amides encombrés en particulier. Donc, voilà, un exemple concernant le diméthylsulfate. Alors il y en a un autre ici, qui concerne, ce type de composé. Donc là, on voit qu'on a toujours un hydrogène, sur cet, atome d'azote dans ce motif, comment, uréthane et dans ce cas-là, on va utiliser une autre base qui est TBUOK et le diméthylsulfate. Alors vous voyez, ça fonctionne de manière, très efficace sur des quantités quand même qui sont très importantes avec un rendement qui est tout à fait convenable. Et souvent, l'avantage d'utiliser du TBOK, eh bien, c'est une base qu'on peut, disons, purifier relativement facilement. Il suffit de la sublimer. Alors, c'est encore bien mieux quand on a une boîte à gants. Et dans ce cadre-là, on peut avoir un TBOK qui est sans aucune trace de KOH. Et quelquefois, ça peut être important pour certains types de réactions, cette opération de sublimation du TBOK. Alors, voilà un petit peu ce que je voulais, vous présenter, concernant, l'iodure de méthyle et le diméthylsulfate. Alors maintenant, il y a toute une série de réactifs de méthylation qui sont tout simplement, dérivés du méthanol. Donc on prend le méthanol et on va augmenter le caractère, nucléophile de la fonction alcool. Donc on va greffer, des des substituants qui ont un caractère, partant, hein, et ça peut permettre de faire des réactifs de méthylation intéressants. Donc on va en avoir un certain nombre. Donc le premier qu'on va examiner, eh bien, c'est tout simplement le mésylate de méthyle. Donc c'est l'ester méthylique de l'acide méthane sulfonique, hein. Donc on a activé la fonction alcool du méthanol sous forme d'un groupement partant, donc le mésylate. Et c'est des agents de méthylation qui sont intéressants. Vous voyez, ils sont pas volatiles du tout, ils sont relativement bon marché. Et par exemple, on peut les utiliser pour faire une réaction de haute méthylation sur cette structure avec ici ce motif phénolique. Donc un phénol, c'est un pKa autour de 10. Quand on rajoute en position para un nitro, on a des pKa qui sont de l'ordre de 7. Donc là, on peut prendre une base minérale relativement forte d'ailleurs, hein, le carbonate de césium, on va déprotoner et on va pouvoir, dans ces conditions, eh bien, faire une réaction de haute méthylation avec ce mésylate de méthyle. Alors, il y a d'autres façons aussi d'activer la fonction alcool du méthanol avec un groupement partant, hein. Bah, il y a tout ce qui concerne les tosylates de méthyle. Et là, vous avez un autre exemple, toujours en série phénolique, où à très large échelle, on a pu obtenir le produit de haute méthylation, hein, de manière efficace. Donc toujours pareil, hein, en série phénolique, on n'a pas besoin de prendre une base forte, hein. Là, on a pris du carbonate de potassium, et là, on a une forme activée du méthanol avec ce tosylate. Alors, les auteurs, ont expliqué le pourquoi de l'utilisation de ce dérivé de type, tosyle, sur le méthanol, et ça vient du fait que c'est vraiment très intéressant d'utiliser ce type d'agent de méthylation parce que comme vous avez un système, aromatique, eh bien, il absorbe en UV et ils ont pu suivre, l'avancement de la réaction, c'est-à-dire la consommation de cet agent de méthylation par HPLC. Donc ça permet comme ça un suivi de la réaction que ne permettent peut-être pas les autres réactifs qu'on vient de voir à l'instant. Alors,
Toujours un autre exemple avec, ce tosylate, de méthyle, sur, ce type de structure. Donc là, on a une structure, comportant un motif imidazole. Donc là, on va vouloir faire une réaction de N-méthylation. Alors là, c'est pareil, hein, quand on regarde l'acidité d'un hydrogène au niveau d'un imidazole, on a des pKa qui sont de l'ordre de 14-15. Donc là, il faut encore une base relativement forte et dans ces conditions, eh bien, les auteurs ont utilisé du TBO-ENA cette fois-ci, avec, disons un rendement qui est tout à fait satisfaisant à l'échelle de quasiment de 100 grammes. Alors, toujours dans ces, dérivés, du méthanol avec, une activation, de la fonction alcool avec un groupement partant, il y a quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans tout ce qui concerne les réactions de monométhylation, d'amines primaires, c'est, la technique que vous avez sous les yeux. Donc, ici, vous avez un exemple avec ce pseudopeptide cyclique. Donc là, vous avez une fonction, amine primaire qui a été protégé sous forme d'un groupement protecteur de type nosile. Alors ça, c'est un groupement protecteur qui est intéressant puisqu'il peut être coupé dans des conditions relativement douces. Il suffit de traiter, le dérivé avec le groupement nosile par, du thiophénol en présence de carbonate de potassium. Donc on va faire in situ le phénolate de potassium qui va réagir en tant qu'excellent nucléophile sur cette aromatique qui est fortement appauvrie en électrons, hein. Donc on va avoir une réaction dite de substitution nucléophile aromatique et on aura une coupure de cette liaison carbone-soufre via, bien sûr, la formation intermédiaire d'un intermédiaire dit, de Messenheimer. On expulse du SO2 et on a une coupure qui peut se faire de manière très efficace. Alors l'avantage aussi d'utiliser un groupement nosile pour protéger un alcool, primaire, ça conduit au fait que quand R égale H, on a un hydrogène qui a une relative acidité puisque dans un cas comme celui-ci, cet hydrogène doit avoir un pKa de l'ordre de 6-7 et on va utiliser dans ce cas-là pour faire la réaction de déprotonation ce type de bases non ioniques, hein, qui sont des bases, avec ce motif guanidine, qui ont des, pKa qui sont de l'ordre de 14-15. Donc on a une réaction de déprotonation et là on va utiliser non pas un dérivé de type, tosyle, de méthyle, tosylate de méthyle, mais, un dérivé de type, para-nitrobenzène sulfonate, hein, qui est bien plus qui a une capacité de groupement partant bien plus importante. Donc, on a un réactif de méthylation qui est bien plus efficace, ce qui va permettre de faire cette réaction de méthylation de manière propre, avec un rendement d'environ 70-80%. Et ça, c'est une méthode qui est très adaptée dans la chimie des aminoacides et des peptides ou pseudopeptides pour une raison toute simple, c'est que vous ne pouvez pas faire ce type de réaction en milieu fortement basique, parce que vous avez toujours bien sûr des risques d'épimérisation, puisque en alpha des carbonyles de fonction amide, vous avez un centre stéréogène avec ici un hydrogène et souvent en milieu basique, on a bien sûr des réactions qui sont des réactions d'épimérisation. Alors là, c'est une méthode, hein, comme je le rappelle, qui est très souvent utilisée dans ce cas de figure. Alors, vous avez un autre réactif qui est là aussi vraiment très intéressant. Donc, on va encore augmenter la réactivité concernant le potentiel en termes d'agents de méthylation des dérivés du méthanol en utilisant bien sûr le triflate de méthyle. Donc, le triflate, c'est un super groupement partant et on peut l'utiliser pour faire des réactions de méthylation. Et le gros avantage qu'on va avoir, c'est que le triflate de méthyle est tellement réactif qu'on n'a pas besoin de faire une réaction de déprotonation pour passer par l'alcoolate. L'alcool est suffisamment nucléophile dans ce cas-là pour réagir avec le méthyltriflate et on a directement le composé au méthylé, hein, avec un rendement dans scat qui est relativement correct, hein, et on a quand même ici un alcool secondaire qui est très encombré. Alors, bien sûr, dans cette réaction, on va former de l'acide triflique, donc un acide très fort. Et ce qu'il faut, et ce qui est très important, c'est d'avoir un piège, un scavenger à protons. Et on utilise très souvent, dans ce cas-là, des composés de type 2,6 diterbutylpyridine, hein, qui sont capables, en quelque sorte, de piéger le proton et de le séquestrer, en quelque sorte, hein, dans cet environnement qui est très encombré, lié au positionnement des deux groupements
terres butiles de part et d'autre. Alors ça, c'est une méthode qui est vraiment, très intéressante, qui est très souvent utilisée en synthèse multi-étapes et là, vous avez un autre exemple avec un alcool, tertiaire qui est, là aussi particulièrement encombré et vous voyez très bien qu'en prenant les mêmes conditions que celles qu'on vient de voir à l'instant, eh bien, on a des rendements qui sont tout à fait convenables et une réaction qui est particulièrement efficace. Alors, ce type de méthode et on en verra une autre, un peu plus tard dans cette présentation, heu, permet, d'éviter d'utiliser ce qu'on faisait à une certaine époque, hein, où, pour faire des réactions d'éthérification, heu pour avoir un dérivé de type méthoxy, ce qu'on utilisait, c'était le iodure de méthyle qui n'était pas assez réactif. On ne souhaitait pas passer par l'alcoolate, donc on rajoutait des sels d'argent, en particulier du carbonate d'argent et qui, via son caractère halogénophile, allait activer en quelque sorte l'iode et on avait un réactif qui était, très efficace dans ce cas-là et le passage par le trifate de méthyle permet eh bien, de laisser cette méthode avec les sels d'argent un peu de côté, puisqu'on a, comme vous pouvez le voir, d'excellents, rendements. Alors vous avez, pour terminer, ben, l'exemple qu'on avait vu au tout début de ce paragraphe et pour se sortir des problèmes que les auteurs avaient rencontrés en utilisant, l'hydrure de sodium et l'iodure de méthyle ce dérivé de type, ursodésoxycholique, hein, eh bien les gens ont tout simplement utilisé la méthode qu'on vient de voir et vous voyez qu'ils obtiennent le produit souhaité avec les 2 méthoxy en position 3 et en position 7 avec un rendement correct et je pense qu'en augmentant, la proportion de triflate de méthyle et de l'agent, piégeant, l'H+, ils auraient pu avoir, une réaction, avec un rendement bien plus élevé que celui qui est présenté ici puisqu'ils obtiennent, partiellement, un produit seulement, monométhylé. Alors maintenant, on va voir, 2 types de réactifs qui sont vraiment très intéressants, mais dans des cas assez particuliers. C'est qu'à chaque fois que vous avez sur des composés, hétéroaromatiques, des liaisons, NH avec un hydrogène sur l'azote que vous voulez N-méthylé, qui a qui ont des pKa jusqu'à 22-24, vous allez pouvoir utiliser ce type de réactif et le premier qu'on va examiner ensemble, eh bien, c'est le diméthylacétal du DMF. Alors c'est, le réactif que vous avez sous les yeux, donc un composé qui est, relativement, peu coûteux, qui a un point d'ébullition relativement élevé et c'est des composés et celui-ci en particulier a été, très utilisé par les chimistes d'AstraZeneca en Angleterre pour faire des réactions de N, méthylation sur des structures de type indole comme celle-ci. Alors pour voir un peu ce qui a été fait, si on prend, en particulier cet exemple, donc on voit qu'on a, sur cet azote et sur celui-ci, un hydrogène qui ont des acidités qui sont différentes. Celui-ci a une acidité qui est de l'ordre de 8,6 et celui-ci est bien moins acide puisqu'on a un pKa qui est de l'ordre de 16. Alors quand on traite ce composé dans les conditions suivantes, 5 équivalents de ce réactif qui est donc le diméthylacétal du, DMF à 60 degrés, eh bien on a une réaction de N-méthylation qui est chimiosélective. On va méthyler uniquement, l'azote qui porte l'hydrogène le plus acide. Maintenant, si vous voulez, méthyler ce deuxième hydrogène qui a un pKa qui est bien plus élevé, donc qui est moins acide, eh bien il faudra faire la réaction non pas à 60 degrés, mais à 120 degrés et vous aurez le produit de di-N-méthylation. Alors, du point de vue du mécanisme, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe de la façon suivante. Vous avez, le composé, possédant, l'hydrogène acide qui va, réagir avec, le diméthylacétal pour former ici, cet oxonium et libérer, en quelque sorte l'amidure, du substrat de départ. Ensuite, par basculement du doublet non apparié du motif diméthylamino, vous avez
une expulsion d'une molécule de méthanol et vous allez générer in situ ce réactif de méthylation qui va réagir avec, l'amidure, préalablement formée, hein, de cette façon. Donc il y a une attaque sur le méthyle et en fin de compte, coupure de cette liaison, carbone-oxygène et on libère in situ du DMF. Alors c'est une méthode qui est très intéressante, qui a été pas mal, appliquée, en série, indole et sur d'autres hétérosiques d'ailleurs. Et là, vous avez un deuxième exemple avec cette structure de type 6 azaindole. Donc là, vous avez un pKa pour cet hydrogène qui est porté par cet azote qui est un peu plus élevé. Vous êtes autour de 14-15. Donc, il faut une température bien plus élevée pour que la réaction puisse conduire au produit souhaité de N-méthylation. Donc, ce sont des méthodes qui sont intéressantes, hein, et qui permettent d'éviter l'hydrure de méthyle qu'on utilise relativement souvent. Et là, vous avez un autre exemple avec cet hydrogène ici sur ce motif de type uréthane. Donc si on regarde le pKa au niveau d'un hydrogène sur un uréthane, c'est relativement élevé, hein, donc un hydrogène peu acide, hein, entre 20, 22, voire 24. Mais la présence ici de cette pyridazine doit sans doute augmenter le caractère acide de cet hydrogène. Et en reprenant les conditions qu'on vient de décrire, eh bien, on peut faire une réaction de N-méthylation de manière très efficace, puisque comme vous pouvez le voir ici, on a un rendement qui est supérieur à 90%. Donc c'est un réactif et une méthode qui peuvent être quelquefois relativement intéressantes. Alors, on a vu que l'acidité était clé au niveau du mécanisme de cette réaction, donc on peut se dire, bah, effectivement, c'est une méthode et un réactif qui pourrait être parfaitement utilisable en série phénolique, parce que les phénols, bien sûr, ont un hydrogène qui est particulièrement acide, et il s'avère que ce réactif, hein, ce diméthylacétal du DMF, est très peu, voire pas du tout utilisé au niveau des dérivés phénoliques. Et il y a une publication qui a essayé de regarder un petit peu ce qui se passait et qui a essayé de préciser des conditions qui pourraient effectivement conduire avec des phénols aux produits de haute méthylation. Et on voit que c'est relativement difficile, hein, et vous avez des conditions qui sont là sans doute bien plus dures, hein, à partir de ce dérivé phénolique qui est iodé en position para. Eh bien, il faut avoir des réactions qui soient menées sous irradiation micro-ondes avec des températures relativement élevées, hein. Alors, on peut se poser la question du pourquoi, et c'est peut-être en réalité le fait qu'on va générer un phénolate, et ces phénolates sont des moins bons nucléophiles que les nucléophiles azotés qu'on a vus précédemment. Alors le deuxième réactif qu'on va examiner, qui rentre à peu près dans le même cas de figure, hein, c'est le diméthylcarbonate. Alors le diméthylcarbonate, c'est un composé qui fait partie des composés qu'on va utiliser dans le cadre de la chimie verte, hein. Alors, c'est un agent de méthylation qui est pas du tout puissant, hein, donc c'est un piètre agent de méthylation. Alors quand on l'utilise, en général, il faut l'utiliser quasiment comme solvant, et le problème que ça pose souvent, c'est que le diméthylcarbonate, eh bien, c'est pas un bon solvant puisque c'est pas très polaire, hein. Si on regarde les constantes diélectriques, on a une constante diélectrique qui est de l'ordre de 3,2. Il faut savoir que par exemple l'éther diéthylique, c'est 4,2, donc c'est pas du tout un bon solvant. Donc en général, on est obligé, quand on va l'utiliser, de rajouter un peu de DMF pour solubiliser le substrat de départ en général. Et ce qui a été étudié il y a à peu près une vingtaine d'années, c'est comment augmenter la réactivité du diméthylcarbonate en tant qu'agent de méthylation. Et ce sont des chimistes de la société Novartis qui ont montré que quand on ajoutait une quantité catalytique de DAPCO, eh bien, on pouvait avoir une réaction dans certains cas, qui conduisait au produit de N-méthylation sur des structures hétérocycliques comportant, comme je l'ai rappelé au tout début, des motifs NH avec des hydrogènes ayant un petit caractère acide. Et là, on le voit très bien sur l'exemple que vous avez sous les yeux avec ce système indolique. Donc, on rajoute 0,1 équivalent d'APCO. On est dans un mélange diméthylcarbonate DMF 10 pour 1 à 95 degrés au niveau de la température, et on voit qu'on a un excellent rendement. Alors du point de vue du mécanisme, les auteurs avaient proposé la chose suivante, c'est que le DAPCO réagisse avec le carbone du carbonyle du diméthylcarbonate pour former dans un premier temps cet intermédiaire, hein, qui est un intermédiaire de type
méthylcarbamate cationique dérivé du DAPCO en quelque sorte, et on va former in situ aussi du méthylate, donc on forme une base. Ce méthylate va venir arracher ces sites hydrogènes, et ensuite les auteurs pensent que l'anion formé va réagir sur ce méthyle, on va couper la liaison carbone-oxygène qui va conduire à l'expulsion de CO2, donc ce qui est sans doute la force motrice de cette réaction, et ainsi on peut régénérer le catalyseur. Alors, vraiment dernièrement, il y a eu des chimistes, brésiliens qui ont montré que le mécanisme était sans doute différent, et c'est ce qui explique un certain nombre de choses, parce que dans certains cas, on avait un problème, concernant, l'hydrogène qu'on arrachait compte tenu d'un pKa très élevé, et on a comme base du méthylate qui n'est pas une base super forte. Alors ce qui se passe, c'est qu'en réalité, cet intermédiaire se forme bien, mais on a une réaction spontanée de décarboxylation. Et une fois qu'on a cette réaction de décarboxylation, on va former cet intermédiaire qui est un dérivé de type N-méthyl dapco-cationique, et qui est un ammonium déficient en électrons. Et quand vous avez des structures de ce type qui ont un système aromatique relativement riche en électrons, vous allez avoir formation de ce qu'on appelle un complexe de type pication. La formation de ce complexe pication va exacerber l'acidité de cet hydrogène, donc ce qui explique que dans certains cas, on peut, sans trop de problème, arracher des hydrogènes qui, a priori, ont des pKa qui sont très élevés. Et une fois que cet hydrogène est arraché, eh bien, il y a un transfert du méthyle sur l'amidure qui a été formée, et qui conduit donc à la réaction de N-méthylation, et on reforme bien sûr le DAPCO qui va être utilisé bien sûr de manière catalytique. Alors dans certains cas, quand ces réactions sont trop lentes, eh bien tout simplement les auteurs vont utiliser une quantité stoichiométrique de DAPCO. Alors là, vous avez un exemple toujours avec ce dérivé de type pyrrole substitué en position 2 et en position 6 avec des groupements électroattracteurs qu'on avait déjà vu précédemment. Donc les auteurs ont aussi utilisé cette technique avec le diméthylcarbonate et une quantité catalytique d'APCO. Et vous voyez, les rendements sont excellents dans ce cadre-là. Et un dernier exemple, hein, qui concerne, ce type de structure avec, ce motif, carbazole, et aussi, ce qui va être problématique ici, ce motif, aminoalcool de type, 1,2. Donc si on se replace dans les conditions qu'on vient de voir, eh bien on va pouvoir avoir ce qu'on souhaite, c'est la réaction de N-méthylation. Donc là, au niveau du carbazole, on a un hydrogène qui est, pas vraiment acide, hein, puisqu'on a quand même des pKa qui sont proches de 20, et là, sans doute, hein, la formation de ce complexe pication doit sans doute aider à la déprotonation. Donc, on a le produit de N-méthylation. Mais on voit bien que dans ce cas-là, en utilisant le diméthylcarbonate, on va transformer ce motif aminoalcool en carbamate cyclique. Et dans une deuxième étape, eh bien, on est obligé de l'hydrolyser en utilisant des conditions acides qui sont relativement dures. Donc voilà un peu ce qu'on voulait vous présenter sur ce réactif. Alors, brièvement, il y en a un autre aussi qui est très intéressant, mais qui reste quand même très utilisé, qui a été très utilisé en synthèse multi-étapes, et qui est un peu maintenant détrôné par le triflate de méthyle qu'on vient de voir, hein. C'est le tétrafluoroborate de triméthyloxonium. Alors, il est aussi ce réactif connu sous le nom de sel de Mervine. Donc, c'est un agent de méthylation excessivement réactif, et par exemple, vous avez ici cette structure avec cet alcool secondaire, hein, traité par un excès donc, du sel de Mervine en présence d'une éponge à protons, donc qui va jouer en quelque sorte le même rôle que celui qu'on a décrit avec cette 2,6 diterbutylpyridine, hein. Donc vous avez ici l'éponge à protons, donc c'est une structure de type naphthalène avec en position 1 et en position 8 deux motifs diméthylamino. Donc dès que la réaction est faite, on libère un proton. Donc il ne faut pas que le proton conduise à la formation de HbF4 qui est un acide fort. Il va être piégé directement par un des groupements diméthylamino. Donc on va former l'ammonium correspondant, et
l'on voit très bien ici qu'une fois que cet ammonium est formé, eh bien, on a une splendide liaison hydrogène avec cet hydrogène à caractère acide et ce doublet non apparié sur l'autre motif diméthylamino avec un système à 6 centres, hein. Donc c'est une liaison hydrogène qui est très forte et c'est vraiment un piège très efficace pour les protons. Donc d'où le nom d'ailleurs éponge à protons. Alors cette méthode est très souvent utilisée en synthèse multi-étapes. Alors je ne sais pas si dans certains cas elle est plus efficace que le triflate de méthyle, mais là il y a quand même un exemple qui montre que ça peut être utilisé sur des composés qui sont là aussi sensibles aux conditions basiques, hein, en particulier quand vous avez un motif de type iodovinyle, hein, quelquefois ce sont des composés qui ne sont pas très stables, qui sont quelquefois dégradés par la simple lumière, hein. Donc, et dans ce cas-là, comme vous pouvez le voir, on a pu avoir un rendement qui est excellent avec ce type de réactif, donc ce fameux sel de Mervine. Alors, pour avancer un petit peu dans cette présentation, on va avoir deux méthodes qui sont très importantes, très utilisées pour faire des réactions de N-méthylation. Vous avez dans un premier temps la méthode d'Escherweiler-Clark. Donc c'est une méthode qui a été mise au point conjointement par Escherweiler, qui était un chimiste allemand, et Clark, un chimiste américain d'origine anglaise, hein, dans les années 1910-1920. Alors c'est une méthode qui est efficace et simple, et on le voit très bien ici, à partir d'une amine secondaire, eh bien, si vous la traitez avec un léger excès de formaldéhyde en présence d'acide formique à une température assez élevée dans du DMF, eh bien, vous obtenez le produit de N-méthylation de manière très efficace, hein, à l'échelle de plusieurs grammes, avec un rendement qui est excellent. Alors le mécanisme est bien connu, hein. Dans un premier temps, le formaldéhyde va réagir avec l'amine secondaire pour former un iminium. C'est un peu ce qui se forme aussi d'ailleurs dans la réaction de Mannich. Et ensuite, ce formiate eh bien, va transférer un hydrure, hein, selon le mécanisme que vous avez sous les yeux, en expulsant du CO2. Donc là, c'est sans doute aussi la force motrice. Et on obtient le produit de N-méthylation. Alors cette méthode, elle est vraiment intéressante quand on souhaite faire du marquage au deutérium, parce que si vous utilisez du formaldéhyde qui est marqué au deutérium, vous allez introduire un motif de type CD2H. Et si vous utilisez maintenant de l'acide formique marqué au deutérium, eh bien vous allez introduire un motif CH2D. Et si les deux réactifs sont deutérés, eh bien vous obtiendrez un motif de type CD3. Donc c'est une méthode qui est vraiment intéressante. Alors, elle a un petit inconvénient qui est le suivant, c'est que quand vous avez une amine primaire, comme c'est le cas ici, et que vous souhaitiez vous arrêter à la réaction de N-monométhylation, eh bien, c'est très difficile. Si vous n'utilisez qu'un seul équivalent de formaldéhyde, il n'y a pas d'exemple dans la littérature, à notre connaissance, qui permettent de faire cette transformation. Donc, si on part, comme c'est le cas ici, d'une amine primaire, eh bien, dans les conditions que vous avez sous les yeux, hein, alors on utilise comme solvant ici de l'eau, eh bien, on arrive à avoir la, la diméthylamine correspondante avec un excellent rendement, hein, et on est quand même à l'échelle de 50 grammes. Alors là aussi, on passe par aluminium, et là, vous êtes dans un cas où ça peut poser problème, puisque ici, on a un motif aminoalcool, donc c'est un aminoalcool de type 1,3. On va passer par la formation intermédiaire de l'iminium, mais comme on a une fonction alcool dans cette position, eh bien l'alcool va directement réagir sur l'iminium pour conduire à la formation d'un acétal cyclique de type NO, et c'est un des sous-produits qui se forment dans cette réaction que les auteurs ont pu éliminer en recristallisant le produit final ici sous forme de chlorhydrate. Et là, vous avez un autre exemple sur une bien plus petite échelle qui permet de faire la même transformation quasiment dans les mêmes conditions. Donc c'est une réaction qui est très simple, qui est très souple en termes de scale-up, hein. On peut passer facilement de 50, de 20 mg à 50 kg, donc une méthode qui est, à mon sens, vraiment intéressante. Alors,
Pour terminer, bien sûr, il y a l'amination réductrice. Donc l'amination réductrice, eh bien, à partir d'une amine, heu, primaire ici, en la traitant par un léger excès de, formaldéhyde en présence d'un réducteur qui est très peu puissant, hein, parce que c'est ce qui est d'ailleurs utilisé dans tout ce qui est amination réductrice, parce qu'on a un composé de type aldéhyde et une amine primaire ou secondaire, et il ne faut pas que, dans ce cas-là, votre hydrure aille réduire, l'aldéhyde. Donc il faut des réducteurs qui sont, très peu puissants. Donc celui-ci, hein, qui est le triacétoxyborohydrure de sodium, eh bien, joue, magnifiquement son rôle. Donc on va faire dans un premier temps, l'iminium in situ, et cet iminium va être réduit dès qu'il est formé par, cette hydrure désactivée. Comme on a un excès, de formaldéhyde, eh bien on va obtenir ici le motif, diméthylamino qui est souhaité. Alors, contrairement à la méthode d'Eschet-Waller-Clark, on peut ici très facilement, ou plus ou moins facilement, dirons-nous, s'arrêter au stade de la réaction de N méthylation, donc mono-N-méthylation. Et là, vous avez un exemple avec ce dérivé de type aniline où on a utilisé un léger excès de formaldéhyde. Donc, on va former in situ l'iminium correspondant qui va être réduit cette fois-ci par un autre hydrure particulièrement doux, hein, le cyanoborure de sodium, pour obtenir le produit de mono-N-méthylation avec un excellent rendement. Alors, l'autre façon de s'y prendre, alors c'est pas exactement une amination réductrice, hein, parce que ça va être fait en deux temps, c'est qu'à partir d'un composé de ce type, donc ici une aniline, on la traite en milieu basique avec du paraformaldéhyde. Donc on va former non pas l'iminium, mais l'imine, qui sera dans un deuxième temps traité par le borohydrure de sodium pour conduire au produit de mono-N-méthylation. Donc, des possibilités de s'arrêter, disons, à la réaction de mono-N-méthylation avec cette amination réductrice. Et là, vous avez un, un autre exemple, hein, où on va faire une réaction de type amination réductrice dans des conditions où on met un excès de formaldéhyde, un excès de cyanobrure de sodium, et bien sûr, dans ce cas-là, on va obtenir le composé diméthylamino souhaité avec un rendement qui est tout à fait correct, comme vous pouvez le voir. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, on pourrait dire qu'il existe un certain nombre de réactifs, un certain nombre de méthodes qui permettent de faire de manière plus ou moins efficace des réactions de O et de N-méthylation. Heu, mais c'est souvent, très substrat dépendant, donc quelquefois il faut bien choisir son réactif, hein. Je pense en particulier aux réactifs de type, diméthylcarbonate ou diméthylacétal du DMF, qui peuvent être très intéressants dans certains cas, mais qui ne sont pas utilisables dans tous les cas. À chaque fois que vous avez une liaison, de type, un motif de type NH et vous souhaitez, obtenir, le produit de méthylation, correspondant. Alors, là aussi, tout ce qui a été, présenté, aujourd'hui, eh bien, ce sont des choses qu'on a, disons largement utilisées, en particulier l'année passée, hein, puisqu'on a réalisé en 2021, pratiquement une centaine de contrats. Donc, il y a eu beaucoup de ce type de réactions qui ont été abordées et utilisées. Aussi, bien sûr, on a utilisé ces réactions de O et N-méthylation dans le cadre de notre activité, concernant la synthèse de molécules marquées à froid, hein, qui est aussi une de nos activités importantes. Et pour terminer, eh bien, un petit clin d'œil, hein, puisque le mois passé, hein, c'est-à-dire le mois de mai, correspondait au 18e, j'ai un peu d'émotion, hein, au 18e anniversaire de la création d'Atlanchim Pharma. Alors, pour terminer ce webinaire, j'aimerais bien sûr remercier Aurélie Moreau et Tony Morvan, hein, pour la mise en place et toute l'organisation de ce webinaire. À titre personnel, j'aimerais remercier mon collègue du groupe Symbiose, Benoît Sicard, qui a été le premier relecteur de cette présentation, avec lequel j'ai pas mal discuté. Et
bien sûr, j'aimerais, aussi, remercier, tous mes collègues d'Atlanchim Pharma, avec lesquels, bien sûr, j'échange beaucoup, aussi bien dans les points scientifiques, pour tout ce qui est, devis et aussi toutes les discussions, qu'on a pu avoir, là aussi pour mettre, sur pied, ce webinaire. Donc je les remercie, sincèrement du fond du cœur, hein, pour toute l'aide qu'ils ont pu, m'apporter et bien sûr, j'aimerais aussi vous remercier pour votre attention et comme d'habitude, hein, on est prêt à répondre, à vos questions, hein, selon la procédure que, vous avez, utilisée, dans les webinaires précédents et si toutefois vous souhaitiez des compléments d'informations, des publications qui ont été citées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, hein, ou à nous contacter. Vous avez ici en particulier notre adresse email. Donc voilà, merci encore et maintenant je vais pouvoir, répondre à vos questions. Alors il y a quelqu'un qui me dit dans le cas du triflate de méthyle, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la lutidine? Alors donc la lutidine, c'est, remplacer, les 2 terbutyles, par rapport aux réactifs qu'on a vus, par des méthyles. Heu, à vrai dire, j'ai pas vu, d'exemple dans ce sens, mais éventuellement ce serait, disons, possible, bien que quelquefois, il faut vraiment bien en quelque sorte piéger ce proton. Alors je vous dirais, ça va dépendre. Si vous avez un substrat qui est pas très sensible au milieu acide, bon, ben, ça pourrait se tenter. Mais si vous avez un substrat qui est particulièrement, sensible au milieu acide, je pense que des dérivés de type, 2,6-ditermethylpyridine sont quand même, sans doute plus efficaces. Alors, quelqu'un me demande, on génère, du méthanol. Alors si je peux avoir de nouveau la présentation, donc je vais me replacer, sur le transparent, 19 puisque c'est alors, ici je suis au 12. Oui, effectivement, on libère, du méthanol et on pourrait se poser la question, est-ce que le méthanol pourrait pas être, de nouveau, déprotoné? Alors, c'est une chose effectivement qui peut se passer, mais, il peut de nouveau, réagir, comme base et de revenir, par la suite, arracher de nouveau cet hydrogène, sur, l'azote et je pense que c'est peut-être pas vraiment, un problème ou alors, cette réaction, se fait, excessivement rapidement, hein, mais le fait qu'on relargue du méthanol, je comprends bien le sens de la question, hein. Si théoriquement il vient reprotoner ici l'amidure, ou le composé du type amidure, mais comme on régénère de nouveau du méthanol, on a toujours, une base, dans le milieu réactionnel et dans les cas que j'ai pu voir dans la littérature, ça n'a jamais été mentionné comme étant un problème. Mais effectivement, dans certains cas, ça pourrait l'être. Alors, est-ce qu'il y a eu des exemples d'utilisation, de ce complexe, alors du produit de type diméthyl, acétal au niveau industriel? Effectivement, j'ai un exemple en tête sur un système, qui est, de type, alors de mémoire, c'était une structure, avec plusieurs cycles hétéroaromatiques, dont un cycle de type pyrimidine qui contenait un azote avec une liaison NH et effectivement la réaction de méthylation, se faisait avec ce complexe, DMF-DMA.
Pour le triflate de méthyle, j'ai rien vu, de particulier sur l'utilisation de ce composé, heu, à grande échelle. Alors je regarde souvent bien sûr comme beaucoup de personnes au PRD et les gens continuent encore, à utiliser, pas mal le diméthylsulfate en particulier. Mais j'ai rien vu concernant le triflate de méthyle, mais c'est pas un réactif qui est très onéreux puisque bon, c'est un réactif qui est relativement simple à faire. Alors après, ouais, il faut utiliser de l'anhydride triflique, c'est pas toujours simple, bien sûr, à manipuler, quoi. Est-ce que j'ai vu des cas de réaction de N-méthylation de l'aniline avec, le diméthylcarbonate? Que je réfléchisse, j'en ai pas en tête, mais il faudra que je regarde ça de plus près, mais il me semble qu'en général les anilines, donc en elles-mêmes sont pas très, heu, nucléophiles, mais non, j'en ai pas vu. Et je dis pas que ça a pas été fait, mais j'en ai pas en tête. Ah! Alors oui, alors ça c'est une question qui est la suivante, c'est les problèmes de O-méthylation versus N-méthylation sur des substrats de type amide. Alors ça c'est vraiment un problème qui est souvent, rencontré lorsqu'on a, en particulier, hein, des réactions, de type N, alkylation de cétone avec de l'ure de méthyle. Est-ce qu'on va faire, l'étherdénol correspondant ou le produit de ces alkylations? Alors moi, j'en ai jamais vu parce que, beaucoup de gens se placent pas dans les conditions adéquates. Mais je sais qu'il y a des conditions, qui sont bien plus propices, aux réactions de haute méthylation lorsqu'on a des composés de type, amide et ça, c'est souvent lié à la nature du solvant et la nature de la base et en particulier la nature du contre-ion de la base. Mais en ce qui me concerne, j'en ai pas vu. Alors je sais que dans certains cas particuliers, hein, par exemple quand on regarde les auxiliaires de Schollkopf qui sont des composés utilisés dans la synthèse énantiosélective des aminoacides, ils font des réactions de haut, alkylation de fonctions amides, mais ce sont dans des cas très particuliers et dans ce cas-là, je crois qu'ils utilisent du triflate de méthyle. Mais c'est vraiment un cas excessivement particulier et je ne pense pas qu'on puisse l'appliquer à n'importe quel type de fonction amide. Ah, donc il y a une question concernant les réactions de type N-méthyle transférase. Alors effectivement, il y a, des travaux qui ont été faits, alors j'ai pas du tout regardé, cet aspect, hein, heu, mais je sais qu'il y a en particulier en Angleterre, il y a un groupe qui travaille, dans ce domaine et il y a possibilité d'avoir effectivement des résultats, très intéressants en utilisant, des systèmes enzymatiques. Mais à titre personnel, j'ai pas regardé cet aspect. Mais je sais que ça existe, hein. Il y a un chimiste, d'origine italienne en Angleterre qui fait énormément, ce type de chimie avec ces systèmes enzymatiques. Ah, alors ça, c'est une question qui concerne l'utilisation de bases, carbonatées type, heu, carbonate de potassium ou carbonate de sodium dans le THF. On observe des différences de rendement compte tenu de la granulométrie. Alors ça, effectivement, j'ai souvenir d'un papier toujours dans OPRD où les auteurs, pointaient cet aspect où il fallait avoir une granulométrie excessivement fine pour avoir une réaction efficace. Mais dans tout ce que j'ai vu dans les modes opératoires et dans le texte, pour les exemples, moi, que j'ai sélectionnés, cet aspect n'a jamais été évoqué, mais vous avez absolument raison, c'est quelquefois, à grande échelle,
quelque chose, auquel il faut vraiment prêter attention, la granulométrie, de ces bases quand on l'utilise, en particulier dans le THF. Alors quelqu'un me demande, par analogie, est-ce qu'il y aurait, des dérivés de type, CH2FI? Alors, je ne sais pas, mais je sais que tout ce qui est, dérivé de ce type, alors peut-être pas dans ce cas-là, mais alors je pense aux dérivés, de type, ICF3 qui ont des réactivités très particulières. Mais dans ce que j'ai vu, j'ai pas d'exemple, d'utilisation de d'iodure, de difluoro, méthyle, mais j'ai pas cherché non plus, sur cet aspect et au niveau de la chimie du fluor, ç ça me dit rien. Donc il y a quelqu'un qui dit, «Je surconfirme avec les barreaux aimantés, on s'en sort avec à peu près toutes les granulométries, mais dès qu'on passe en agitation mécanique, c'est un problème». Et ça, c'est effectivement, ça se voit très souvent, en particulier alors dans les publications, d'OPRD, oui. Ah, il y a quelqu'un qui me dit: «Dans l'éthérification de Williamson, peut-on remplacer, l'hydrure de sodium par le butylithium?» Alors de manière générale, c'est des choses qu'on est souvent tenté de faire parce que c'est très facile et c'est une méthode que moi que j'apprécie, c'est qu'on a un alcool, on met, une petite un petit cristal de phénanthroline indice, donc c'est un indicateur coloré. On additionne le butylithium et à partir du moment où la solution, devient, rouge, eh bien on se dit: «Ça y est, j'ai complètement déprotoné mon alcool, j'ai un alcoolate de lithium, je peux, additionner mon électrophile». Heu, alors, à titre personnel, c'est des choses qu'on a souvent essayé de faire et il y a une réactivité qui est pas extraordinaire parce que l'association lithium-alcool, donc il y a une affinité, hein, du lithium pour, l'oxygène, fait qu'on a une réactivité qui est très particulière et en général, ça donne pas de très bons résultats. C'est pour ça que quelquefois on utilise bien sûr des bases sodées ou des bases potassiques, hein, puisque dans ce cas-là, on a une paire d'ions, qui est, disons, une force ionique qui est, moins importante, donc on a des anions, un alcoolate qui est moins associé à ce contre-ion, donc qui est plus réactif. Mais je pense que dans ce cas-là, je sais que nous, à titre personnel, ça n'a jamais donné des bons résultats et je l'ai quand même relativement peu vu dans la littérature. Oui, effectivement, c'est, une question concernant l'utilisation du diméthylcarbonate. Quelqu'un me dit: «Si l'amine améthylée n'est pas aromatique, il n'y a pas de complexe pi, donc ce n'est pas possible» et effectivement, c'est pour ça que j'ai bien mentionné que les 2 réactifs qu'on avait vus, c'était surtout dans le cadre des, produits, de type, hétéroaromatique dans lequel vous avez, heu, une, un motif NH que vous souhaitez, N, méthylé avec un hydrogène qui a un pKa allant jusqu'à 22-23, hein. Moi, c'est les exemples que j'ai vus, c'est l'idée que je m'en fais. Mais bien sûr, si vous avez, une amine primaire, je pense que c'est très, très difficile. Alors, c'est quelquefois possible avec, le diméthylcarbonate, mais ce sont des conditions qui sont très différentes et des gens utilisent dans ce cas-là, de l'oxyde de magnésium. Ils utilisent le diméthylcarbonate comme solvant et en général, les températures sont très élevées et j'ai un papier en comme ça en tête où ils utilisaient 4 équivalents, du, diméthylcarbonate,
4 équivalents d'oxyde de magnésium et les températures étaient très élevées, hein, quelquefois ils vont jusqu'à 160 degrés, quoi. Donc ce qui montre que, dès qu'on on a, quelque chose, qui se détache un petit peu là de 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 ces substrats permettant la formation des complexes pications, on a une réactivité qui est, très mauvaise. Quelqu'un me dit: «Comment, vous expliquez que le DAPCO, ayant une amine très encombrée, peut attaquer un carbonyle, du diméthylcarbonate. Alors, faut voir c'est vrai que le DAPCO, quand on le regarde, c'est une amine excessive qui est tertiaire, mais quand on regarde bien la structure en 3 dimensions, on voit bien que le fait que ça soit un système qui est, tricyclique, hein, eh bien on a, un azote qui est ponté avec un doublet non apparié qui est bien dégagé, et le fait que ce doublet non apparié soit bien dégagé, eh bien, il a une excellente réactivité, hein. C'est pour ça que des composés de type DAPCO, hein, sont utilisés comme agents de fluoration, hein. Je pense au Select Fluor en particulier, qui ont des structures de type DAPCO, et le DAPCO, c'est utilisé, dans pas mal de catalyses, mais le fait qu'on a une structure, contrainte, fait qu'on a un doublet non apparié, donc comme je disais, qui est bien dégagé. Donc il y a pas de problème d'encombrement dans ce cadre-là. Mais c'est sûr que si vous aviez, pas ce système, cette géométrie avec cette contrainte, eh bien effectivement, il y aurait des difficultés, pour faire, ce qu'on fait avec, le diméthylcarbonate. Bah, écoutez, je vous remercie, pour votre présence, hein. Je vous remercie pour vos questions, et surtout si vous avez, d'autres questions, si vous avez, des éléments que vous souhaiteriez partager concernant cette, problématique, surtout n'hésitez pas. Mais si vous avez des questions ou si vous souhaitez, les publications, qui ont été présentées ici, je me ferai un plaisir de vous les envoyer ou de répondre à vos questions. Donc ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis, à bientôt pour le prochain webinaire Atlanchim Pharma.